Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviendront sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Vous êtes actrice, réalisatrice et écrivaine. Vous venez d'adapter au cinéma votre premier roman Les Rêveurs qui sort le 12 novembre en salle, votre premier film en tant que réalisatrice. Vous jouez également en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris, Un pas de côté d'Anne Jaffery avec Bernard Campan cela se joue jusqu'au 11 janvier. C'est prolongé même. Ah bon? Ben oui, parce que ça marche beaucoup, alors ça marche très bien, donc on prolongera au moins jusqu'à fin février. Bon, super. Et je signale donc votre premier roman, Les Rêveurs, aux éditions Grasset. Il est aussi en poche d'ailleurs. Exactement. Ouais. Alors, avant de commencer notre entretien, donc, vous avez choisi de revenir sur la santé mentale chez les jeunes, qui a été érigée en grande cause nationale. Oui, en fait, quand ce livre a été publié en 2018, je n'avais pas du tout en tête, j'ai jamais eu ce fantasme, ce rêve de passer derrière la caméra. Et il y a quand même un producteur qui est venu me voir en 2018, dès la sortie du livre donc, et qui m'a dit que mon écriture lui paraissait très cinématographique et qu'il m'encourageait à travailler avec lui sur l'adaptation. Et je lui ai dit non, pour moi le bon endroit pour exprimer tout ce que j'avais à exprimer, c'était le livre. Mais est arrivé le confinement, puisque cette émission parle de changement. Je pense que le confinement, de changement de vie, le confinement a été un sacré changement pour beaucoup de gens, dont moi, puisque j'ai entendu ces chiffres sur la désespérance, la fragilité psychologique des jeunes grimper, les hospitalisations montaient en flèche dans les services de pédopsie. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre en perspective, alors ça ne concerne que 2 chapitres dans le livre, mais mon expérience dans un hôpital de pédopsychiatrie, après une tentative de suicide quand j'avais 14 ans, avec ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Et ça permettrait aussi de faire une comparaison entre ce qu'était la pédopsychiatrie dans les années 80 et ce qu'elle est aujourd'hui. Et le constat que fait mon personnage à la fin du film, maintenant qu'on sait faire, il n'y a plus de soignants, plus de moyens. Voilà, et c'était l'idée de aussi, le film, je l'ai vraiment pensé comme un outil de communication, un outil pour dire aux jeunes, d'abord, qu'il y a des solutions, qu'effectivement aujourd'hui on sait faire, notamment grâce à l'art-thérapie. J'ai vraiment voulu faire un film lumineux et redonner de l'espoir à cette jeunesse qui est vraiment en perte de sens, qui se sent très, très isolée. Et aussi, d'un autre côté, alerter les autorités sur cette disparité incroyable de prise en charge des jeunes, disparité territoriale comme disparité qualitative suivant les endroits et les moyens qu'il y a ou plutôt qu'il n'y a pas. Un jeune sur 4 serait dépressif. Un jeune sur 4, il y a une enquête au long cours qui est menée. Un jeune sur 4, un lycéen sur 4 a des pensées suicidaires au cours de l'année. Donc la psychiatrie va mal, la pédopsychiatrie encore plus. Quelle est la place de la pérédance ? Alors la pérédance, c'est effectivement un nouveau concept qui a été inventé par la philosophe Cynthia Fleury, qui dit que quand on a soi-même traversé une épreuve comme celle-ci, on peut peut-être être plus proche. Il y a un phénomène d'identification puissant exactement, en fait. Pour aider celui qui est encore dans cette expérience-là, dans cette épreuve-là. On parle un langage commun, quoi. On est du même côté de la barrière. Et c'est bien ce qui s'est produit, en fait, quand j'ai été donner un atelier d'écriture à la Maison de Solène. C'est une des scènes du film, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce. Tous les jeunes étaient comme ça, un peu fermés. Et quand j'ai dit, vous savez, moi aussi, j'étais internée dans un service comme le vôtre quand j'avais votre âge, là, les points se sont déliés. On a pu commencer à écrire et à faire un travail fantastique. Ouais, ce qu'on appelle la pérédance. Et la pérédance, la part de la pérédance aujourd'hui dans les services de pédopsie, elle n'est pas suffisante. Il y a des maisons, comme la maison de Perché, de pérédance, qui vont essaimer partout en France. Mais quand je parlais de disparité territoriale, il faut savoir qu'il y a des endroits, des régions entières en France où il n'y a rien. Ni maison d'adolescents, ni centre de pérédance, ni pédopsie, ni même de psy. Je parlais l'autre jour avec une mère qui était obligée de faire 8 heures de route pour amener sa fille dans un centre privé et ça lui coûtait 200 € par nuit sans remboursement. On en est là. Il y a des enfants qui attendent, parfois on leur dit d'attendre jusqu'à 2 ans et demi.
c'est insupportable. Même 6 mois, c'est déjà beaucoup trop quand on est en danger, quand on s'est mis en danger soi-même. Ouais, ce sont les déserts médicaux. Alors venons-en à notre entretien consacré au changement dans la vie. On sait que l'enfance et la petite enfance vont imprégner toute la vie. Et au sujet de l'enfance de votre propre mère, Isabelle Carré, vous écrivez « L'enfant qui n'a pas possédé ce trésor ne le récupérera jamais. Il restera pour toujours démuni, lésé. » Le trésor en question, c'est donc l'amour des parents et le sentiment de sécurité. Vous, c'était quoi votre vécu de petite fille avant d'être adolescente ? C'était très joyeux parce que on le voit dans les premières images du film, un appartement complètement étonnant, je ne sais pas comment le décrire autrement, entièrement rouge. On était dans les années 70, mon père était designer, il travaillait chez Cardin et donc on avait, il devait beaucoup aimer, il aimait énormément le rouge, donc tous les objets aussi étaient rouges. C'est très marquant de vivre dans un univers comme celui-là, un appartement qui était vraiment très grand, le loyer 48 qui a été après augmenté de 100%, donc on a dû partir. Mais bon, c'était un terrain de jeu extraordinaire en fait, et très inspirant pour les enfants. Très inspirant par cette créativité, par ce rouge qui était un peu excitant. Il y avait de la musique tout le temps. Avec mon frère, voilà ce qu'on raconte aussi dans le film. On ne parle pas seulement de théâtre, on parle aussi de musique. C'était une façon pour moi, à travers mon frère, de décrire toutes les possibilités pour les jeunes. Peu importe ce que tu choisis, la musique, la peinture, la sculpture ou même le sport, trouver un endroit où se défouler. Et mon frère, c'était le piano, il se défoulait dans la maison. Et voilà. Donc pour moi, les souvenirs, c'est du rouge et de la musique. Et vous dites que vous viviez dans une famille un peu patraque. Votre mère, elle apparaissait fragile. Votre père, vous l'avez dit, était un artiste. Une famille un peu patraque, c'est un handicap. Pas dit patraque, c'est plutôt, non. C'était un peu, voilà, je dirais pas, il y a un mot qui est très joli, qui est balagane, pour dire un peu bazar, quoi. Oui, c'est Marceline Loridan-Evans qui utilise ce bravo, terme. Ouais. Balagane, alors en tout cas, c'est un handicap, mais ça peut aussi être une chance. Exactement, oui, comme je vous dis, moi j'ai reçu une culture artistique, surtout sur tout ce qui était art plastique, évidemment, fantastique. On peignait tous ensemble le dimanche, enfin c'était vraiment... s'il y a quelque chose qui est devenu patraque ou qui s'est cassé la gueule, qui a fait patatrac, on va dire, c'est à l'adolescence. L'adolescence a été beaucoup plus compliquée pour moi. Plusieurs facteurs, j'en ai traité que quelques-uns dans le film. C'est jamais... Il faut le dire pour les parents parce que c'est important de déculpabiliser les parents qui pour beaucoup d'entre eux, font ce qu'ils peuvent. C'est jamais un facteur. C'est un faisceau de choses qui fait qu'il y a un passage à l'acte. Pour moi, c'était d'abord et avant tout la danse classique que j'ai pas pu... c'était ma passion. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé trop tard, je me suis rendu compte à 13 ans que j'étais pas douée pour ça. Le professeur me le rappelait bien tous les jours. Ça aussi, c'était très démobilisant. Parce que vous avez rêvé de devenir danseuse. Je rêvais de devenir danseuse et le prof de danse me disait toujours que j'avais pas la grâce. Il me mettait mes bras, on dirait des ailes de poulet, il me mettait toujours au dernier rang. En fait, il me cassait à chaque cours. Donc l'image que j'avais de moi-même, la confiance que j'avais de moi-même, s'est vraiment écroulée après ça. Vous écrivez d'ailleurs, le vrai chagrin d'amour, c'est la danse qui me l'a donné. Alors c'est pour sortir du coup de ce chagrin que vous êtes devenue actrice ? Oui, alors je n'avais pas imaginé ça. Quand vous avez un rêve qui s'écrase comme ça, vous n'osez plus rêver. Et c'est dans cet hôpital psychiatrique, il y avait un de mes voisins qui avait une toute petite télé prêtée par son père, minuscule. Et dedans, on a vu une femme à sa fenêtre. Avec Romy Schneider, et tout à coup en voyant cette actrice avec cette émotion qui était la sienne si belle, je me suis dit, moi qui étais hyper émotive, au fond cette émotion qui m'a toujours embarrassée, qui m'a toujours gênée, que j'ai toujours trouvée si négative, là je la voyais si belle à travers cette femme, et je me suis inscrite à un cours de théâtre en sortant de ce service de pédopsie, et là un énorme ouf de soulagement. Je voyais autour de moi des êtres, des adolescents qui me ressemblaient. Et puis surtout, j'avais une place pour mes émotions.
Et pour en revenir aux facteurs, vous disiez qu'il y avait un faisceau de facteurs, c'est multifactoriel. Oui. Quand vous découvrez l'homosexualité de votre père, en fait, ça vous affecte pas vraiment. Enfin, c'est comme ça que je l'ai sorti. C'est plus le déchirement du couple formé par vos parents, la fin d'une illusion peut-être qui vous insécurise. L'homosexualité n'était vraiment pas le problème. Le problème, c'était une époque qui considérait que c'était encore une maladie mentale, selon l'OMS. Il y a encore très peu de temps que les thérapies de conversion ont été interdites. Et comment vivre heureux quand on est homosexuel dans ce contexte. Donc mon père fait partie de la génération des invisibles, effectivement. Et ce que raconte aussi le film à la fin, dans une très jolie scène jouée par Alex Lutz, ça a été beaucoup mieux après, beaucoup mieux quand je pense à cette phrase de Camus, « Qu'est-ce que le bonheur sinon l'adéquation entre un homme et la vie qu'il mène ?» Ouais. Et les enfants, dans tout ça aussi, ils ont envie d'être comme les autres. Et donc il y a une scène dans votre film où vous êtes à la fenêtre et vous regardez chez les voisins d'en face une bataille de clochons, qui est apparemment entre des parents et des enfants qui jouent ensemble. Et on dirait que ça vous manque à ce moment-là. Montrer un peu la solitude de cette petite fille qui adore écouter son frère jouer du piano. C'est ce qu'on faisait. Mon frère a été fan, et moi aussi, de Keith Jarrett, le fameux concert à Cologne. Et il improvisait à la Keith Jarrett, c'était fantastique. Et je l'enviais d'avoir un tel endroit ou un punching ball piano, quoi, pour mettre ses émotions. C'était vraiment comme ça qu'il jouait. Et il y a cette scène où, après l'avoir écouté un peu avec envie et admiration, elle détourne la tête, cette petite fille, elle voit cette famille jouer et elle aimerait en être, oui. Ouais. Et vous aviez peur de l'abandon, mais c'est surtout votre frère, non, qui avait le syndrome de l'abandonnisme, c'est ce que vous dites. Oui, moi je dis abandonnique. Je ne sais pas si ça existe. Oui, effectivement. Et comme on était très proches, on était un peu comme des jumeaux, hein, 1 an et 1 jour de différence. On dirait les objets trouvés ou perdus, suivant comment vous vous placez, vers à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est vrai que je ne sais pas si il m'a transmis ça ou si je n'avais pas besoin de lui pour me le créer toute seule. Mais oui, il y a eu un moment comme ça où le sentiment que, étant donné que chacun de mes parents était un peu dans une quête personnelle, on avait un peu... et peut-être d'ailleurs c'est une de mes théories, peut-être que les acteurs, ils cherchent bien sûr un regard sur soi, mais au-delà de ça, un cadre. Parce qu'il y a le cadre de scène, il y a le cadre de la caméra. Et nous, on fait partie de cette génération dans les années 70 où on courait un peu derrière, on s'adaptait, on n'était pas... Françoise Dolto n'était pas encore tout à fait passée par là. C'était le début. Mes parents d'ailleurs l'écoutaient avec beaucoup de passion pour remettre les enfants au centre. Mais vous voyez aujourd'hui, maintenant que les enfants sont au centre des familles, le sont-ils aux yeux de la société? Non. Ma réponse est claire, non, ils ne sont pas du tout au centre de la société, malgré les promesses au moment de la réélection d'Emmanuel Macron. Une des choses qu'il a faites à son arrivée, c'était de supprimer le ministère à l'enfance et de mettre un simple secrétariat ou un haut commissariat, enfin bref. Mais là, on a vraiment besoin, dans ce contexte explosif dont on a parlé, de cette montée des hospitalisations. À la fin du film, je cite un chiffre, 246, hein, c'est un chiffre quand même qui fait froid dans le dos. C'est en pourcentage l'augmentation des hospitalisations des très jeunes filles de 10 à 14 ans pour tentative de suicide ces 10 dernières années. Et cette année, enfin en 2024, ça a encore augmenté de 22%. Alors moi, j'ai voulu faire un film par rapport à ça, vraiment lumineux. Je ne voulais pas montrer les enfants contentionnés, je ne voulais pas montrer les enfants qu'on pique ou qui seraient abîmés physiquement. Je voulais montrer des enfants, encore une fois, qui s'entraident, qui sont des enfants à l'aspect normal, en fait, qui sont... chacun peut passer par là, ça nous concerne tous, en fait. Donc, je voulais montrer ces enfants bien vivants qui trouvent des solutions grâce à l'amitié. Et puis aussi, les déstigmatiser. Je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet qu'aucun grand film de fiction n'existait aucun film de cinéma. Il y a une web-série qui s'appelle Mental, mais qui a été pas assez regardée.
Il n'y a pas de film américain là-dessus. On connaît évidemment Volotine Annie de Coucou, ou on connaît Choc Corridor. Moi, je voulais pas faire un film choc. Je voulais faire un film qui donne de l'espoir et qui permette aux enfants et à leurs familles d'aller voir ce film et de se dire, bah tiens, moi ça concerne, oui, effectivement, une amie, ou moi ça concerne ma belle-fille, pour certains, une fille, une sœur, peu importe, et de pouvoir en parler, ouvrir la discussion et se dire, il y a des solutions. Et vous, on voit bien comment ça a été quand même un tournant dans votre vie à 14 ans, votre tentative de suicide qui entraîne cette hospitalisation. Ça, on le voit très clairement dans votre film. Hein. Oui, c'est paradoxalement dans un endroit qui peut paraître le plus sombre comme ça, dans lequel on pourrait être dans la vie. C'est dans cet endroit-là que j'ai trouvé la solution. La solution pour moi, cet atelier d'écriture, et puis aussi cette amitié. Cette amitié, on s'est réchauffés les uns les autres, et on ne s'est plus senti seul. On s'est dit, voilà, il y a d'autres enfants qui traversent aussi des choses. Ça crée une empathie. Ce que je veux dire dans le film aussi, c'est que, à travers le professeur joué par Nicole Garcia, qui dit cette phrase, c'est d'ailleurs elle qui a voulu rajouter cette phrase. Elle m'a dit, j'accepte de jouer ce rôle, mais à une condition. J'ai dit, ah ouais, laquelle? Et bien, c'est de dire cette phrase. Tes émotions, tes blessures vont pas t'abandonner. Jamais. Mais sans le savoir, tu vas puiser en elles. Et c'est ça qui va faire de toi un acteur. Mais plus globalement, ce que j'aimerais qu'on entende, c'est ça qui va faire de toi un journaliste, un sportif, un bon sportif, un professeur, un médecin, enfin peu importe, un bel être humain, quoi. Plus empathique et peut-être fort d'avoir traversé ses blessures et fort de ses blessures. Il y a un mot qu'on emploie beaucoup, que j'adore, Boris Cyrulnik, c'est le mot résilience. Ouais. Mais il faut faire attention à ce mot parce qu'aujourd'hui, on l'emploie beaucoup comme une injonction. Et tu mets du temps là, sois résilient. Maintenant. Oui, mais voilà, c'est ça. Il faut repartir. Il faut prendre le temps. Et il faut accepter qu'on prenne le temps. Et parfois, comme l'a si bien communiqué dans son livre Nicolas Demorand, parfois on ne guérit pas, mais on vit avec. Et c'est une force aussi. On apprend à vivre avec et c'est une force aussi. Et vous pensez qu'avec ce film, grâce à ce film, vous allez peut-être, vous espérez revoir votre ami de détresse, Isker, qui a été hospitalisé en même temps que vous? J'adorerais, évidemment, c'est un de mes vœux, qu'après une avant-première, elle puisse venir vers moi et me dire, ou en ce moment au théâtre, par exemple, voilà, j'ai vu, parce que je joue en ce moment au théâtre de la Renaissance, qui est d'ailleurs bien représenté dans le film aussi. Évidemment, avec un titre pareil, enfin, c'est étonnant d'ailleurs que le film sorte, parle du théâtre de la Renaissance, et puis moi, je joue en même temps. Bref, et qu'elle puisse venir me voir et qu'elle puisse me dire, voilà, c'est moi. Alors évidemment, je ne la reconnaîtrai pas, puisque des dizaines d'années ont passé, mais du coup, j'ai changé son nom. Et comme c'est un prénom rare, je lui demanderai son vrai prénom, et là, je saurai que c'est elle. Ah oui. Bon, on espère qu'elle fera signe. Oui. La dépression, vous l'avez dit, la mésestime de soi, les tentatives de suicide, ça touche beaucoup plus les filles que les garçons. Absolument. Merci de poser cette question parce que c'est vraiment une question qu'on doit prendre tous à bras le corps. Pourquoi les jeunes filles sont plus impactées? Je vous le disais encore, 22% d'augmentation en 2024 pour les très jeunes filles, de 10 à 14 ans. Le professeur Marie-Rose Moreau, qui travaille à la Maison de Solène, l'a expliqué dernièrement en disant, enfin c'est un des facteurs, en disant que peut-être qu'on prend plus au sérieux un jeune garçon qui dit qu'il va mal, un garçon qui dit qu'il va mal. Une jeune fille, c'est ses émotions. On sait que les filles ont l'habitude d'exprimer davantage leurs émotions. C'est une drama queen. Ou bien encore une autre... une hystérique. Oui, ou c'est ses règles, c'est ses hormones, voilà. Donc on retarde le moment de la prise en charge avec toutes ces fausses et terribles arguments. Et on le sait maintenant, c'est très important qu'il y ait une prise en charge. Plus il y a une prise en charge tôt, moins il y aura de séquelles et de maladies graves par la suite à l'âge adulte. Alors l'une de vos caractéristiques que l'on découvre dans votre livre et y compris dans votre film,
c'est la puissance de l'imagination qui vous permet d'échapper au réel et au fond qui vous permet peut-être de mieux le supporter, non, ce réel? Complètement. Comment faire sans la fiction? Pour moi, c'est vraiment, on parlait de résilience, c'est un tuteur de résilience, c'est oui, une façon de la brutalité de la vie. Moi, je la domestique en me plongeant dans des bulles de fiction régulièrement. J'ai tellement pas compris pendant le confinement, on en parlait tout à l'heure, comment on a pu dire que ce n'était pas des biens essentiels, que les livres, les pièces de théâtre, les films, au contraire. Et d'ailleurs... Alors que les grandes surfaces étaient ouvertes. Oui, et puis tous les gens l'ont bien ressenti, chacun de son côté, chacun chez soi, derrière nos ordinateurs. On ne cherchait que ça, du contenu culturel. On ne cherchait que ça. Et moi, j'étais tout le temps, comme mes camarades comédiens, sollicitée pour donner ce contenu, faire des lectures, les musiciens, mon frère, faire des showcases en direct pour créer un lien avec les gens et garder cette Madeleine, cette nécessité de concerts, de partage, de théâtre dont on a tant besoin. Et d'être celle, donc après vous dites que pour les bulles de fiction, d'où votre envie de vouloir devenir actrice, oui. Avec Nicole Garcia qui vous offre, d'ailleurs on le voit dans le film, Fräulein Else d'Arthur Schnitzler. Mademoiselle Else, oui. Oui, Mademoiselle Else. C'est vraiment le premier texte que m'a offert, alors c'est Nicole Garcia dans le film, dans la vie elle s'appelait Valérie Nègre, ma première professeure de théâtre, c'est la première pièce qu'elle m'a donnée à jouer. Ce qui était incroyable, c'est qu'elle ne savait pas elle ne connaissait pas mon histoire. Et pourtant, Mademoiselle Else raconte une jeune fille qui fait une tentative de suicide. Donc, c'était pour moi très libérateur de rejouer ça et de mettre mon émotion et d'adoucir mon histoire en la partageant avec les autres. C'est ça que crée, c'est une catharsis que crée le théâtre qui est extraordinaire. Et quand on est acteur aussi, c'est d'un côté et de l'autre du quatrième mur de la salle, qu'on soit spectateur ou qu'on soit en train de le jouer, il y a une catharsis extraordinaire dans le théâtre, c'est évident. Et en plus, c'est un beau texte, Arthur. Et puis, j'ai été là aussi, il n'y avait aucun lien entre Valérie Nègre et la personne qui m'a proposé de le jouer des années après au Théâtre de Paris. Et je l'ai joué 7 mois et demi dans une salle pleine et j'ai obtenu un Molière. Oui, c'est vraiment la preuve je sais pas, on peut pas dire de choses plus concrètes. La preuve évidente qu'on peut toujours, j'y crois vraiment, transformer ces douleurs, même les expériences les plus sombres et en faire quelque chose de merveilleux. Et d'être une actrice célèbre, ça change quelque chose, Isabelle Carré, ou pas? La célébrité, c'est vraiment quelque chose, moi je sais pas quoi dire là-dessus. Quand on me demande un chauffeur de taxi qui me reconnaît plus ou moins et qui se demande si j'ai pas fait quelques films ou quelques télés, je lui dis toujours oui, je suis connue, mais des gens qui me connaissent, voilà, c'est une la palissade, mais voilà, je suis pas Virginie Efira, je suis pas comment dire. Je suis pas Madonna, je suis pas Sting, je suis pas. Vous n'êtes pas une diva. Voilà. Ça reste ça reste une notoriété toute relative et très agréable d'ailleurs à vivre parce qu'elle me permet de vivre normalement et pour le coup, et même si j'aime la fiction, de rester en contact avec le réel. Au théâtre, vous avez connu plus de 100 vies différentes. Alors cette multitude d'identités jouées, est-ce que ça aide à construire sa propre identité ou est-ce que ça la fragilise? Pour moi, c'est une chance extraordinaire d'avoir toutes ces vies. Vous dites que vous êtes morte plusieurs fois. Oui, je suis morte très souvent. Et il paraît que ça rallonge la vie de mourir sur scène. Donc attendez-vous à me voir centenaire. Non, c'est ce qu'on vous souhaite. Non, j'ai vraiment tout testé. Oui, vous faites la liste. Oui, je fais la liste de tous les rôles. Je crois que toutes ces vies m'ont appris à ne plus avoir peur de la mienne. Vraiment. C'était comme, par exemple, d'être mère en fiction avant d'être mère dans la réalité. C'était comme un gros stage de vie, quoi. Quand je tenais la petite fille adoptée dans le film Au lit Lola de Bertrand Tavernier, j'avais jamais vraiment tenu un enfant dans mes bras puisque j'avais pas autour de moi dans la famille de nouveau-nés
Donc c'est là où j'ai appris à changer un enfant, à le tenir dans mes bras, c'est en jouant. Donc chacun dans la vie se construit aussi un personnage et cherche à le jouer aussi. Même Oui, sans les masques être acteur. sociaux, Oui. bien sûr, mais on a tous des masques, évidemment, parfois obligatoires, parfois forcés, dans les bureaux. C'est ça qui est terrible aussi, c'est que moi j'ai cette chance d'avoir un endroit où mettre mes émotions. Là, au contraire de la vie où elle est embarrassante, là elle est souhaitable, elle est encouragée, elle est considérée comme belle. Mais c'est drôle, c'est dur pardon, pour les gens qui n'ont pas cette possibilité-là dans les bureaux ou même à la maison où il y a les enfants, où il faut se retenir ses larmes pour pas les... Donc heureusement qu'il y a les salles obscures qui existent pour ça, qu'il y a les théâtres où on peut se purger, le mot est pas très joli, mais... C'est tout ce qui relève de l'artistique. Et je pense à cette phrase... notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. C'est une phrase de Proust. Et c'est vrai que parfois, ça pèse. Parfois, on a besoin d'être dans une vérité plus profonde. Et j'adore ces moments-là, vous savez, quand on est à des dîners, tous ensemble, et puis tout à coup, quelqu'un qu'on croyait si bien connaître se révèle une part de lui-même qu'on ignorait, un secret... J'aime beaucoup, je fais beaucoup de citations, mais pour moi j'appelle ça des phrases bijoux, puisque la première phrase qui m'a sauvé la vie, c'était dans ce même film dont on parlait tout à l'heure, Une femme à sa fenêtre. J'ai entendu préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Et là j'écris ça sur mon cahier et j'avais noté des grands vivre derrière. Donc je suis à l'affût de ces phrases et il y a une phrase que j'aime beaucoup de l'acteur qui jouait Madame Doubtfire. J'ai un trou de nom là. Qui disait qu'il faut être gentil avec tout le monde parce que chacun... C'est pas Robin Williams ? Robin Williams, voilà. Disait que chacun a un secret, une lutte secrète que l'autre ignore. Et lui, en fait, il était bipolaire. Et on l'a ignoré jusqu'à sa mort, en fait. Et c'est pour ça qu'il avait une telle gentillesse, une telle attention aux autres. Parce qu'il savait ça. Que chacun d'entre nous est en train de lutter, a un secret, secrètement, est en lutte contre, peu importe si c'est une bipolarité ou autre chose, mais chacun a ça et donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et empathique. Et vous dites que vous écriviez ces phrases bijoux. On comprend que dans le film que l'écriture a eu une place importante toute votre vie, mais une chose c'est d'écrire et l'autre chose c'est de devenir écrivaine. En quoi ça a été un vrai changement pour vous d'écrire ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a tout changé, mais d'une façon très profonde et c'est un tsunami de changement. Comment vous expliquer ça ? J'ai vraiment le sentiment, après, c'est pas tant la publication d'ailleurs, c'est vraiment d'être allé au bout de l'écriture. Au début, je vous l'ai dit, je voulais garder ce livre pour moi-même, je voulais pas qu'il soit publié, c'était vraiment un geste personnel. Peut-être que j'écrivais pour la jeune fille que j'ai été, et peut-être que le film, c'est pour toutes les jeunes filles qui verront le film. Voilà, c'est une autre adresse. Mais quand j'ai écrit ce livre, c'était comme si le calque était enfin au bon endroit sur le dessin. Comme si tout était un peu... Aligné. Oui, aligné en moi. J'ai passé ma vie à être au service des auteurs et des metteurs en scène, à être dirigée un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, là, plus vite, moins vite, la place là. Et j'adore ça. J'adore être dirigée, j'aime toujours autant ça. Mais là, vous reprenez votre destin en main, quelque part. Exactement, il était temps de faire entendre ma voix, de chercher mes mots, de trouver mon propre rythme, de créer mon langage, mon univers. Je me suis tant glissée dans l'univers des autres, il était temps d'être dans le mien et de le déployer, quoi. Là, j'avais plus, quand j'écrivais, c'était tellement jouissif, j'avais plus seulement à charge la trajectoire d'un personnage, mais tous les personnages, et puis le décor, la lumière, enfin tout était en 3D, quoi. Et aujourd'hui, quand vous écrivez, comment ça se passe ? Alors là, ça me manque. Là, je suis en train d'écrire un essai avec une amie journaliste, Delphine Sobabert, qui sera publié, qui sortira en avril chez Robert Laffont, sur l'importance de l'écriture créative à l'école. L'importance de l'écriture, vous en parlez, oui, c'est ça qui m'a tant aidée. Parce que les jeunes, on le sait, ont de plus en plus de mal à être à l'aise avec l'écriture.
Et il y a eu aussi dans les programmes scolaires un espèce de glissement où les expressions, la rédaction, l'expression écrite, comme on appelait ça, comme on était jeune, maintenant ça devient de la production de phrases, de la production d'écrits. Ce glissement sémantique, il en dit long. C'est qu'on est maintenant dans une injonction de phrases performatives avec il nous faut ci, il nous faut ça, une conjugaison, voilà. Et où est la place de l'écriture créative là-dedans, de l'expression de soi, et puis des projets communs en fait. On croit qu'ils sont des groupes d'amis, mais l'écran fait écran, et il y a plus de projets, il y a beaucoup de solitude, énormément de solitude. On pensait que ChatGPT, la première utilisation de ChatGPT serait de rédiger les devoirs à la place des élèves. Non, la première utilisation de ChatGPT, c'est des conseils de vie et des conseils de psy. C'est dire leur solitude. Et on a vraiment besoin que l'école devienne plus créative. Et je ne sais pas, je vous dis au hasard un exemple de projet. Écris ta série. C'est un projet fantastique d'une association. Voilà, que ça soit démocratisé, qu'il y ait des groupes de classe qui écrivent une série et puis qu'ils la filment. Enfin, et là, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup moins d'harcèlement. On fait une pièce de théâtre ensemble. On joue ensemble. On ne peut pas commencer à se tirer dans les pattes, on flippe ensemble. Et on a besoin les uns des autres. Voilà, ces projets collectifs pour souder les classes, pour briser cet isolement, et pour leur permettre aussi, dans une époque où, à juste titre, ils sont en proie à l'éco-anxiété, où il y a des changements, ne serait-ce qu'au niveau politique, on le voit bien pour nous, c'est illisible. Que dire quand on n'a pas ce recul qui est le nôtre de l'expérience, quand on est jeune, c'est effrayant. Donc il faut vraiment qu'ils puissent développer leur esprit critique, qu'ils puissent développer aussi leur pensée, leur langage. L'écriture précède la pensée, donc tout à coup on voit ce qu'on a écrit, on se dit « Waouh, j'étais capable d'écrire ça !» Mais peu importe, des joutes verbales, enfin, développer cet esprit critique. Nous, quand on a grandi, c'était simple. On allumait la télé, on ne remettait pas en cause les infos, c'était les infos. Aujourd'hui, pour eux, mais il faut avoir fait bac plus 10 pour comprendre le vrai du faux, pour démêler le vrai du faux et pour savoir de quoi il en retourne. Et écrire son vécu, comme vous l'avez fait, ça apaise, mais ça peut aussi raviver la douleur. Le neuropsychiatre que vous citiez tout à l'heure, Boris Cyrulnik, il dit même que ça peut faire saigner la mémoire. C'est joli. Oui, mais peut-être que cette purge, elle est nécessaire. Moi, je ne crois pas du tout. On m'a souvent dit par rapport à l'émotion, « Ah, mais là, quand même, vous avez pris des risques dans tel ou tel film, par rapport à des... je sais pas, Anna M, où j'ai joué une érotomane, c'est une psychose grave, et voilà, on y allait. » Mais non, en fait. On est une société où on a peur, effectivement, d'exprimer, on a peur de ses émotions, il faut absolument être performatif, on a des coachs pour tout, on contient tout, on est, voilà, mais en fait, puis on met tout sous le tapis, comme on le disait tout à l'heure, dépêchons-nous d'être résilients, parce que, voilà, d'ailleurs, par souci de cette société performative, par souci d'être des bons individus d'un point de vue rentable, exactement. Et au fond, on se prive d'une créativité incroyable, et de la créativité des jeunes, et de tant de jeunes, en enfermant tout ça sous un couvercle. En devenant réalisatrice avec ce premier film, vous êtes à la fois le sujet, l'autrice, la metteuse en scène, l'actrice et finalement la spectatrice. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez assisté pour la première fois à la projection de votre premier film? Alors j'étais tous les jours au montage, donc c'est un long processus évidemment, et on a énormément aussi travaillé sur le son, car comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas que l'image soit dure. Donc le réalisme, en fait, il est passé pour moi par le son. On a été enregistré à la Salpêtrière, dans des services de la Salpêtrière, pour donner la sensation, et je suis très heureuse quand il y a eu des avant-premières, de voir des personnes qui sont venues témoigner et me dire qu'ils avaient vraiment ressenti, qui sont elles-mêmes passées par un service de pédopsie, ressenti vraiment
quelque chose de vrai dans le film. Ils se sont retrouvés, quoi. Vraiment. Et moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, c'était dans une salle un peu plus vide au montage, voilà. Et j'étais heureuse de voir que ce travail sur l'image avec Irina Lubchansky, les décors avec Nicolas Debois-Cuillet, le son aussi, que tout ça prenait forme et c'était encore mieux que dans mes rêves. Et on voit que ça a beaucoup changé parce que par exemple, à votre époque, vous étiez quand même dans un espace clos, fermé à clé, comme dans les EHPAD. Aujourd'hui, c'est plus le cas, je pense, pour les enfants hospitalisés. Exactement. Montrer l'évolution de la pédopsychiatrie, de ce qu'elle était dans les années 80, ce qu'elle est aujourd'hui, c'était important pour moi aussi. Toute médication, bien sûr que c'était le cas à mon époque, il n'y avait que ça, quasiment. Elisabeth, la jeune, le dit à un moment donné, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre à part ajuster le traitement? Voilà, c'était juste ça. Maintenant, il y a un protocole, évidemment. Quand un jeune a un passage à l'acte, la première chose qu'on fait, c'est lui parler, échanger avec lui, lui demander ce qu'il pense de son geste, est-ce qu'il le referait, quel recul il a, est-ce qu'il en a, et ça va déterminer une hospitalisation ou pas. Moi, à mon époque, il n'y avait tellement pas de dialogue qu'on peut parler d'internement. Et à part cette médication et un atelier cuisine que j'ai fait en plusieurs semaines, un seul, c'est tout. Maintenant, alors je suis marraine de la Fondation pour la recherche médicale qui concerne le pôle santé mentale des enfants. Il y a des nouvelles molécules, il y a un dosage qui est très différent. Donc c'est un levier très important, la médication. Mais ça ne peut pas être le seul. On a besoin de l'art-thérapie, on a besoin évidemment des échanges avec les soignants, mais il y a aussi des allers-retours qui peuvent être faits avec la famille et le suivi aussi quand l'enfant rentre chez lui. Le professeur Marie-Rose Moreau a installé un suivi avec des SMS pour savoir si tout va bien. L'enfant peut revenir s'il a des rechutes. Tout ça est fondamental. Donc dire maintenant il y a des solutions, il y a vraiment des solutions, sauf qu'il y a des baisses budgétaires et qu'on est en recul. Toutes ces ateliers d'art-thérapie qui sont, encore une fois, pas des activités pour passer le temps, qui sont absolument fondamentales, l'art soigne, eh bien, il y en a de moins en moins. Il y a une pénurie importante. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes une maman. Alors, quel type de mère êtes-vous devenue? Est-ce que vous avez fait des batailles de plochons avec vos enfants? Ah bah oui, bien sûr. Et surtout... les emmener à des expositions, mais ça je l'ai vécu, des expositions de peinture. Mon père avait une façon de faire qui était fantastique. On allait voir juste un tableau, mais on restait 1 heure devant ce tableau. Et puis il nous en parlait, et puis après c'était à nous d'en parler. C'était fantastique de faire ça comme ça. Et maintenant, moi je fais un petit peu autrement avec mes enfants. Je leur dis, qu'est-ce que vous emporteriez si vous deviez emporter, voler dans votre tête, un seul tableau? Lequel ça serait? Et voilà, et chacun a son tableau volé, et puis on va le voir, on prend le temps de le voir et de le prendre dans nos têtes. Voilà, c'est des choses que je fais. Aussi, j'avais un autre rituel, c'était de les emmener 1 fois par semaine en librairie et de dire, tu as le droit de prendre un livre, en l'occurrence c'était souvent un manga, mais puis aussi un roman, voilà, pour mélanger un peu. Mais les mangas, ça peut être une très bonne porte d'entrée aussi. Avant de commencer les romans. Exactement. Et de rentrer dans les librairies. C'est pour ça que les libraires l'ont bien compris, ils ont raison. Il ne faut pas cracher là-dessus. Ça peut être une façon d'attirer les enfants dans les librairies. Pour terminer, vous dites « Je continuerai comme ça, comme nous le faisons tous, parce que le reste n'est pas dissible. La partie émergée donne seulement l'idée de l'énormité silencieuse qu'on ne verra jamais. » Oui, au début, ce livre ne s'appelait pas Les Rêveurs, il s'appelait La partie émergée de l'iceberg. Et c'est Juliette Jost, mon éditrice, qui est une éditrice extraordinaire, qui a publié Petit Pays de Gaël Faye, ou Laetitia Colombani aussi, La Tresse. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait changer le titre parce que c'était un peu compliqué, et c'est elle qui a trouvé le titre Les Rêveurs. Et on revient à l'imaginaire. Oui, c'est important, c'est beau ce titre parce que il y a une clé aussi à un moment dans le film. Elisabeth, quand elle sort de Necker, de ce centre de pédopsie, elle a l'impression que tout va tellement vite et que tout est tellement bruyant.
Et je pense que les jeunes souffrent de ça. Ça va trop vite. Essayez de ralentir et de rêver un peu à nouveau. Et peu importe s'il y a des rêves qu'on ne réussit pas. Bon, moi j'ai raté la danse. Voilà, après c'est l'aiguillage d'à côté. On réussit d'autres rêves. Si on a un bon rêveur, qu'on a une bonne quantité de rêves en soi, évidemment qu'il y en a qui vont passer à la trappe, mais il y en a quelques-uns qu'on réussit quand même. Merci infiniment Isabelle Carré d'être venue. Merci Merci beaucoup et merci à vous tous de votre attention sur France 24. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.